Bonjour à tous, alors je vous propose pour ce cours du vendredi 8 mai d'aborder un nouveau chapitre de thermodynamique, le deuxième, description et modélisation des systèmes gazeux. Donc je vous rappelle, dans le premier chapitre, on a posé les bases ici de la thermodynamique, le vocabulaire, l'étude des systèmes, ouverts, fermés, isolés, les différentes échelles de description, macroscopique, microscopique, mésoscopique, qui met en évidence la notion de libre parcours moyen, de grandeur locale, rappelez-vous la définition de masse volumique, de densité particulière, d'accord, à l'échelle mésoscopique. On a également introduit tout ce qui était paramètres d'état, les variables d'état, intensives ou extensives. Et on a terminé ce premier chapitre, rappelez-vous, sur la notion d'équilibre thermodynamique, qui nécessite un état stationnaire auquel on doit forcément ajouter aucun échange d'énergie et de matière avec le milieu extérieur. D'accord? Donc, deuxième chapitre de thermodynamique, description et modélisation des systèmes gazeux. Donc, cette description et cette modélisation, en fait, sont basées sur une théorie. D'accord? Donc, on peut le noter en introduction. Elles sont basées sur la théorie cinétique des gaz. Voilà, donc ça, on peut le noter en guise d'introduction. Voilà. Donc, ce chapitre ici va concerner uniquement l'étude des systèmes gazeux que l'on va décrire et modéliser. Et cette étude ici est basée sur la théorie cinétique des gaz. Voilà. Donc, qui a été réalisée au XVIIIe siècle. Donc, on est au XVIIIe siècle. Et ce qu'il faut retenir ici, il y a des grands noms de la physique, de la thermodynamique, que sont Bernoulli, avec un O-U-2-L-I, ainsi que Maxwell, donc Maxwell, M-A-X-W-E-2-L, et Boltzmann, qu'on retrouvera très souvent en thermodynamique, et qui a d'ailleurs donné son nom à une constante fondamentale en thermodynamique, la constante de Boltzmann, le fameux K indice B. Alors, voilà, ça c'est pour le petit contexte historique de ce chapitre, d'accord? On va se baser sur la théorie cinétique des gaz. Le but finalement de ce deuxième chapitre de thermo, c'est de déterminer finalement le comportement macroscopique du gaz en fonction de ses propriétés, en fonction de ses caractéristiques microscopiques. Donc le but ici de ce chapitre, c'est de déterminer le comportement macroscopique du gaz Voilà, donc j'insiste bien sur le comportement macroscopique du gaz, en fonction de ses caractéristiques microscopiques. En fonction de ses caractéristiques microscopiques. Il s'agit en fait plus clairement, dans ce chapitre, de donner une interprétation microscopique de la température et de la pression. Voilà. Donc il s'agit en fait dans ce chapitre, via l'étude des systèmes gazeux, de donner une interprétation microscopique, voilà, de la température et de la pression. Alors je vous rappelle ici par rapport au chapitre précédent, ici température et pression sont deux paramètres d'état intensifs. Ce sont également des grandeurs locales définies ici à l'échelle mésoscopique où on a, rappelez-vous, des champs de température qui dépendent du point M et de l'instant T, en régime qui n'est pas stationnaire. Pareil pour la pression, on a des champs de pression définis également à l'échelle mésoscopique, une grandeur intensive, grandeur locale qui dépend du point M et de l'instant T. D'accord? Donc ce matin, on va uniquement ici étudier un gaz à l'échelle microscopique, rappeler, mettre en évidence par exemple ce qu'est le chaos moléculaire, pour ensuite déterminer quelques vitesses caractéristiques basées sur ce qu'on appelle une fonction de distribution des vitesses. Ensuite, on passera à la correction de 2 voire 3 exomécaniques pour préparer le DS. Donc on y va. Premier temps, grand 1, étude d'un gaz à l'échelle microscopique. Voilà. Donc, Quentin, étude d'un gaz à l'échelle microscopique. Bon.
Donc là, voilà, on va d'abord mettre en évidence, on en a déjà parlé, cette notion de chaos moléculaire. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'échelle microscopique, pour un système gazeux, pourquoi parle-t-on de chaos moléculaire? En fait, ce chaos moléculaire, on peut le mettre en évidence simplement en donnant quelques ordres de grandeur à température et pression ambiante. Donc il suffit de donner quelques ordres de grandeur à température et pression ambiante pour se rendre compte de ce chaos moléculaire à l'échelle microscopique pour le système gazeux. Alors, première grandeur qu'on peut rappeler, alors ces ordres de grandeur, ce serait bien comme de les retenir. Vous voyez, on va revenir sur un thème d'ordre de grandeur. La première que vous connaissez, c'est la densité particulière. En effet, pour un système gazeux à température et pression ambiante, la densité particulière, ici, donc j'appelais n étoile est environ égale à 10 puissance 25. D'accord? Molécules. Alors, molécules pour un gaz, ici, on va dire, on verra l'étude, on va prendre l'étude du modèle gaz parfait diatomique. Donc, molécules ou gaz parfait monoatomique, ce seront des atomes. Donc, 10 puissance 25 molécules par mètre cube. Voici par la densité particulière ou moléculaire. À ceci, je vais rajouter la donnée du libre parcours moyen. Donc, pour un gaz, rappelez-vous, le libre parcours moyen dans un gaz, c'est de l'ordre du dixième de micromètre. Donc, on a 10 puissance 7 mètres. Donc dixième de micromètre, d'accord? Et je vous rappelle, ça c'est la distance moyenne parcourue entre deux chocs consécutifs, d'accord? Je vais rajouter le temps, ici, un temps caractéristique qui est en fait la durée moyenne entre deux chocs successifs, et en fait on est à 0,1 nanoseconde. Donc 10 puissance moins 10 secondes, 0,1 nanoseconde. Donc ça c'est la durée moyenne. Durée moyenne entre deux chocs ici successifs dans le gaz à température et pression ambiante. Donc ça c'est la durée moyenne. Et ça c'est la distance moyenne. Pareil, parcourue par une molécule, ici, entre deux chocs successifs. D'accord? Et dernière donnée, c'est la vitesse caractéristique. Cette vitesse caractéristique, elle est de l'ordre de 500 mètres par seconde. Voilà, 500 mètres par seconde. Donc vous rajoutez ici cette vitesse de 500 mètres par seconde, c'est-à-dire que les molécules ou atomes sont animés d'une vitesse caractéristique de l'ordre de 500 mètres par seconde. D'accord? Ils effectuent ici, voilà, des chocs tous les 0,1 nanosecondes. La distance moyenne parcourue entre deux chocs est de l'ordre de 0,1 micromètre à cette vitesse de 500 mètres par seconde, sachant qu'il y a quand même, rappelez-vous, 10 millions de milliards de molécules dans un mètre cube d'air. D'accord? Pour le système gazeux. C'est-à-dire que là, rappelez-vous, on a ici une trajectoire ici typique des particules, donc la trajectoire de la particule de fluide, donc particule de fluide ici gazeuse évidemment, en forme de ligne brisée, Rappelez-vous, ça c'est la théorie du mouvement brownien, que l'on avait d'ailleurs, je vous ai proposé le code Python, théorie du mouvement brownien, où chaque particule, ici, parcourt un segment de longueur aléatoire, entre 0 et 1, et faisant un angle θ aléatoire avec un axe horizontal ou x de référence. D'accord? D'accord, là, on a un mouvement de particules de gaz qui est totalement désordonné. Donc on a un mouvement de la particule ici, voilà, qui est totalement désordonné. Ça, CF, le graphe sous Python du chapitre T1. Voilà.
Et ça à mettre en relation avec, ici, l'aspect macroscopique, avec le comportement macroscopique du gaz. Quand on regarde ici l'air ambiant qui nous entoure, l'air ambiant nous semble totalement immobile. Alors que finalement, à l'échelle microscopique, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment le chaos moléculaire. Donc regardez un peu ici les ordres de grandeur. Rappelez-vous ici la trajectoire en forme de ligne brisée, d'accord, via la théorie du mouvement brownien. C'est-à-dire que là, voilà, le chaos moléculaire, c'est quoi? C'est finalement le fait qu'à l'échelle microscopique, on a un mouvement de la particule de fluide totalement désordonné, mais à l'échelle macroscopique, en fait, l'air ambiant il est immobile. On dit également que l'enceinte contenant le système est immobile. Voilà. Et on a en fait des vecteurs position, vecteurs vitesse instantanée qui sont également, rappelez-vous, aléatoires. D'accord? Donc ça, on peut retenir ce mouvement microscopique. Donc ce mouvement microscopique, j'insiste sur, voilà, mouvement microscopique, qui est totalement, bon désolé, je me répète un tout petit peu, totalement désordonné, et sans résultante, voilà, on va dire comme ça, et sans résultante macroscopique. Voilà, donc on a un mouvement microscopique qui est totalement désordonné, mais à l'échelle macroscopique, rien ne bouge, tout semble immobile. D'accord, on dit qu'il n'y a pas de résultante macroscopique. On dit également que l'enceinte, par exemple contenant le système, l'enceinte est immobile. D'accord, l'air ambiant ici qui nous entoure également semble totalement immobile. Et ça, vous voyez, voilà, ce mouvement microscopique totalement désordonné sans résultante macroscopique est appelé chaos moléculaire. Voilà, est appelé chaos moléculaire. Chaos moléculaire, rappelez-vous également, voilà, caractérisé par un couple de vecteurs, position. Donc chaque particule, ici, voilà, de fluide, donc de gaz, caractérisé par un vecteur position OMI et un vecteur vitesse instantanée V2MI dans R. Ce couple de vecteurs est aléatoire. D'accord, on a des vecteurs ici, position et vitesse, totalement aléatoires. D'accord, voilà. Donc voilà la mise en évidence du chaos moléculaire à partir d'ordres de grandeur qu'il faut quand même connaître, quand même retenir, et savoir que malgré une apparente immobilité à l'échelle macroscopique, en fait c'est tout l'inverse à l'échelle microscopique. Ensuite, ce qui est important, ce qui nous intéresse finalement, c'est de préciser cette notion de vitesse. Voilà, je vous ai parlé de vitesse caractéristique. Donc je vous ai parlé de vitesse caractéristique. Voilà. Et en fait, on va se poser la question, est-ce qu'il est possible d'avoir accès à la vitesse d'une particule, d'une molécule, d'accord? Bon. Et est-ce qu'il est possible également d'obtenir la vitesse de chacune des molécules, des atomes constituant le gaz? Bon, ça déjà, vous allez dire, monsieur, ça risque d'être très compliqué, on l'a vu en introduction, quand on passe de la mécanique à la thermo, compte tenu du nombre important de la valeur élevée de la densité particulière, on ne pourra pas déterminer la vitesse de chacune des molécules ou des atomes constituant le gaz. Par contre, on va faire appel à ce qu'on appelle ici à une fonction de distribution des vitesses, et en fait on va travailler avec ça. Donc au lieu de finalement de chercher à déterminer la vitesse de chacune des molécules atomes d'un gaz, on va faire appel à une fonction de distribution, et grâce à cette fonction de distribution, on sera capable de calculer, d'estimer finalement des vitesses caractéristiques. En fait, il y a plusieurs vitesses. Il y a, grâce à la fonction de distribution de Maxwell-Boltzmann, d'accord, qui n'est pas à connaître, qui vous sera donné, en fait j'ai traité ensuite un exo TD, et on va pouvoir mettre en évidence la notion de vitesse moyenne, ça je pense que ça vous est familier, et également les notions de vitesse les plus probables et de vitesse moyenne quadratique. Alors ouais, vitesse la plus probable, c'est-à-dire qu'on a un raisonnement ici probabiliste. Ouais. Parce qu'en fait, on va chercher à déterminer dans un deuxième temps quelle sera la probabilité pour qu'une molécule ait une norme de sa vitesse comprise entre V et V plus dV. D'accord? Voilà. Donc, deuxième temps,
Voilà, on va s'intéresser un peu plus sur cette notion de vitesse caractéristique et comment estimer des vitesses ici pour un système gazeux. Il s'agit ici de présenter voilà, la fonction de distribution des vitesses voilà, moléculaires. Bon. Je vais noter par qu'est-ce que j'ai dit à l'oral. Hein. En fait, voilà, il nous est impossible en fait d'estimer, de connaître la vitesse de chacune des molécules pour un gaz parfait diatomique ou des atomes pour un gaz parfait monoatomique du gaz. Donc ça, on peut faire une croix dessus, c'est le cas de le dire. En effet, ça c'est impossible à déterminer. Compte tenu de la densité particulière, je vous rappelle, n étoiles, température et pression ambiante, on est à environ 10 puissance 25 molécules par mètre cube. D'accord? Voilà. Ça, par contre, voilà, ça c'est impossible à déterminer. Voilà. Et il faut savoir qu'on a un outil mathématique. D'accord? On va passer ici à l'étude, voilà, d'une fonction de distribution de vitesse. Voilà. En fait, cette fonction de distribution des vitesses va nous permettre, nous, ici, d'estimer des vitesses caractéristiques. Alors, c'est quoi cette fonction de distribution des vitesses? En fait, c'est un ensemble des vecteurs vitesse de toutes les molécules, attention, contenues dans un volume mésoscopique, d'accord, centré sur le point. Donc là, on va raisonner localement, à l'échelle mésoscopique. Rappelez-vous, cette échelle intermédiaire, suffisamment grande à l'échelle microscopique et suffisamment petite à l'échelle macroscopique. Donc là, la fonction de distribution des vitesses, ça sera un ensemble. Voilà. Des vecteurs vitesse. Donc un ensemble des vecteurs vitesse de toutes les particules de gaz, de toutes les particules, donc molécules, atomes, d'accord, contenues dans le volume mésoscopique. Rappelez-vous la notation, d taux m, voilà, centré sur le point M. Rappelez-vous l'ordre de grandeur, environ 1 micromètre cube. Et ce volume mésoscopique, allez, un petit rappel, allez, suffisamment grand à l'échelle microscopique et suffisamment petit à l'échelle macro. Rappelez-vous, grand, micro, petit, macro. D'accord? Et là, rappelez-vous, environ 1 micromètre cube. D'accord? Ça permet de définir également les grandeurs locales. Ici, donc, voilà. On va introduire ce nouvel outil, la fonction de distribution des vitesses, un ensemble des vecteurs vitesse de toutes les particules de gaz contenues dans un volume mésoscopique. D'accord? Voilà. Et là, une fois qu'on a ça, alors attention, ça vous n'allez pas l'inventer. Ça sera donné. Typiquement, on va travailler sur une fonction de distribution, la fonction de distribution des vitesses moléculaires de Maxwell-Boltzmann, qui sera donnée. D'accord? Toujours dans le TD, dans le sujet, on va vous la donner, il ne faudra pas la connaître. Bon, à partir de là, voilà, on va se poser la question de savoir, donc on y va à la suite ici, quelle est la probabilité, vous voyez tout de suite, on va raisonner en termes de probabilité, quelle est la probabilité pour une molécule
oui, pour une molécule, donc une particule, un atome, vous avez compris, d'avoir, ici, voilà, une, on va revenir sur la norme de la vitesse, hein, d'avoir une norme de vitesse comprise, j'avais dit, entre V et V plus dV. D'accord, on va revenir sur la norme de la vitesse, on va chercher à estimer quelle est la probabilité, ici, pour une molécule, quelle est une norme de vitesse comprise entre V et V plus dV. Alors rappelez-vous, dV ici, hein, c'est le petit élément différentiel, hein, ici. Typiquement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que voilà, quelle est la probabilité pour une particule d'avoir une norme de vitesse comprise, allez, je sais pas, entre 450 mètres par seconde, d'accord, et 400, je sais pas, 50,5 mètres par seconde, d'accord? Voilà, d'accord, on raisonne entre deux vitesses, deux normes de vitesse infiniment proches, d'accord? Très proches, très proches, pardon, ici très proches, pas infiniment proches. Alors là, on va poser des hypothèses. En fait, on va poser le cadre de l'étude. Il y a ce qu'on appelle des hypothèses statistiques, d'accord, qui sont en fait le point de départ de cette étude. Voilà. En fait, il faut savoir que la distribution des vitesses, elle respecte trois propriétés, d'accord. Elle doit être stationnaire, homogène, isotrope. D'accord, donc ça on va le noter, c'est le point de départ de l'étude. La distribution des vitesses, Alors, c'est quoi? Bah, c'est vitesse instantanée de la particule 1, vitesse instantanée de la particule 2, et voilà. Et j'en ai grand N dans le volume microscopique des taux de M. Pour un gaz, voilà, constitué de N molécules, alors je rappelle ici, oui, c'est peut-être mal formulé, un gaz constitué de N molécules, on est bien sûr à l'échelle, ici, voilà, je répète, mésoscopique. D'accord. Et alors, sa distribution des vitesses, elle doit être stationnaire. C'est-à-dire indépendante du temps. Ok. Homogène. Homogène, rappelez-vous, on a déjà vu ce terme en optique, notamment. C'est-à-dire qu'ici, cette probabilité sera indépendante de la position de la molécule. D'accord, je vais le noter. Donc la probabilité qu'on cherche à estimer sera indépendante de la position de la particule. Tout comme là, bah, je le note, hein, ici indépendante du temps. Ok. La plus importante des hypothèses, c'est l'hypothèse d'isotropie. Donc également, on avait rencontré cette hypothèse, rappelez-vous en optique, hein, les MHTI, milieu homogène transparent isotrope. Et cette hypothèse d'isotropie, c'est la plus forte, la plus importante. En fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous dit que finalement, le vecteur vitesse instantanée de chaque particule est un vecteur. Ok. Donc la vitesse est un vecteur. Il faut savoir qu'après un choc, toutes les directions sont équiprobables. Ça, on va le noter. Donc on va noter ça. On va dire, ouais, allez, la vitesse est un vecteur. Bon, je sais pas, d'une grandeur vectorielle. Je vais pu mettre un champ vectoriel, d'accord, d'une grandeur vectorielle. Et ce qui est important, c'est après un choc avec une autre particule, toutes les directions sont équiprobables. Toutes les directions sont équiprobables. Voilà, équiprobables. Toutes les directions sont équiprobables. Alors ça, c'est super important, ça faut le retenir. D'accord? Voilà, après un choc, toutes les directions offertes possibles pour la particule sont équiprobables. Bah, dans ce cas-là, la moyenne du vecteur vitesse sera nulle. Alors attention, quand on parle de moyenne, il y a un principe en thermodynamique qu'on appelle le principe ergodique. D'accord? Dans ce cas-là, on va dire que ici, dans ce cas-là, peu importe, la moyenne temporelle ou spatiale du vecteur vitesse sera nulle.
dans ce cas, si toutes les directions offertes sont équiprobables, dans ce cas, la moyenne. Alors là, il faudra faire très attention à ce que l'on dit, hein, d'accord, au terme employé. Là, c'est la moyenne temporelle ou spatiale du vecteur. Donc là, c'est la moyenne du vecteur vitesse est nulle. Alors ça, en fait, ça va traduire le fait qu'à l'échelle macroscopique, le gaz est au repos. L'air qui nous entoure semble immobile, ce qu'on appelle le fait qu'on n'ait pas de résultante macroscopique. Hein. D'accord? Donc ça traduit le fait que voilà, l'isotropie de la fonction de la distribution de vitesse assure le fait que toutes les directions offertes sont équiprobables entre un choc. Dans ce cas, la moyenne du vecteur vitesse est nulle. Donc là, pour alléger la notation, je vais simplement noter la moyenne du vecteur vitesse. D'accord? Pour alléger. Donc, je vais simplement noter ça. Alors ça, c'est quoi? C'est 1 sur n. Alors dans une représentation d'un modèle discret de particules, comme en mécanique du solide, on va mettre une somme discrète. Donc somme sur i. Donc j'ai n particules, 1 sur n, somme sur i allant de 1 à n, de tous les vecteurs vitesse instantanés. D'accord? Et cette somme vectorielle, où on fait la moyenne du vecteur vitesse, d'accord, cette moyenne me donne un vecteur nul. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle, en abus de langage, hein, ce qu'on appelle le vecteur vitesse moyenne. Donc c'est ce qu'on appelle également le vecteur vitesse moyenne. Et cette propriété d'isotropie nous assure le fait, on retrouve le fait que le gaz, donc ça c'est notre autre qu'une traduction en fait, donc ça traduit, d'accord, le fait que le vecteur vitesse moyenne soit nul, cela traduit un gaz au repos à l'échelle macroscopique. Voilà. Un vecteur vitesse moyenne nul, d'accord, traduit bien le fait que le gaz est au repos à l'échelle macroscopique. Alors, attention. Ne pas confondre. Ne pas confondre avec quoi? Avec la moyenne de la norme du vecteur vitesse. Ne pas confondre avec la moyenne, ici, de la norme du vecteur vitesse qui, elle, est non nulle. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse moyenne. En effet, attention, regardez bien la différence de notation. Là, je vais prendre la moyenne, spatiale ou temporelle, non pas du vecteur vitesse, mais la moyenne de la norme du vecteur vitesse. Donc, moyenne de la norme du vecteur vitesse, vous voyez ceci, ce qu'on note tout simplement, ceci. Donc là, il faudra faire très attention aux différentes notations entre la moyenne du vecteur vitesse et la moyenne de la norme du vecteur vitesse. Et cette moyenne de la norme, bah ça c'est quoi? Ça c'est la vitesse moyenne. Donc quand on parle dans l'énoncé de vitesse moyenne, c'est la moyenne de la norme du vecteur vitesse. Et ça c'est non nul. Oui. Et ça vous le savez certainement, cette vitesse moyenne, donc on parle de vitesse moyenne, donc d'accord, ce qu'on dit couramment, d'accord. Cette vitesse moyenne est d'autant plus grande, voilà, ça je pense que vous pouvez le deviner, d'autant plus grande que la température est élevée, d'accord. Que la température est
est élevé. Alors ça, on va retrouver d'ici 10 minutes l'expression littérale de cette vitesse moyenne. En fait, cette vitesse moyenne, elle sera proportionnelle à la racine carrée de la température. Ça sera en fait racine carrée de 8 kBT sur pi m. D'accord? Ça, on va le retrouver grâce à une... Mais il faut une fonction de distribution, ici, pour pouvoir calculer cette vitesse moyenne. D'accord? Donc déjà, attention, ne confondez pas la moyenne du vecteur et la moyenne de la norme du vecteur. Les deux grandeurs, d'accord? Le vecteur nul, puisqu'on a isotropie ici de la distribution des vitesses, après un choc, toutes les directions faites sont équiprobables. Là, évidemment, plus la température est élevée, plus on a une vitesse moyenne grande pour le système gazeux. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, voilà, qu'on a introduit les différentes ici hypothèses statistiques, il nous faut cette fonction. Et là, je vais vous la donner. Donc ça fait également office de TD. Ce qu'il faut savoir sur le cours est voilà, quasiment terminé. Là, on fait cet exo, TD, je pense que cet exo, je l'ai laissé dans la fiche de TD. D'accord? On va le retrouver, ça fait partie des premiers exos de la fiche. Donc là, je vais vous donner la fonction. Voilà, donc je vous la donne. De distribution des vitesses ici moléculaire de Maxwell-Boltzmann. Donc fonction, voilà, de distribution des vitesses moléculaires de Maxwell-Boltzmann. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette fonction de distribution des vitesses? Bah déjà, elle nous donne une information. Ouais. Donc je vais vous le donner l'énoncé ici. Donc le nombre, en fait, on va vous donner le nombre élémentaire. Donc le nombre élémentaire de molécules. Le nombre élémentaire de molécules. Donc souvent, on va vous la présenter comme ceci. On va vous parler de nombre élémentaire de molécules. Alors ce nombre élémentaire de molécules sera noté dn. N comme nombre, D comme élémentaire. Donc c'est un nombre infiniment petit, très petit. Un nombre élémentaire de molécules. Alors, dont la norme du vecteur vitesse. Donc le nombre élémentaire de molécules dn, dont la norme, d'accord, la norme du vecteur vitesse est comprise entre V et V plus dV, est donnée par, alors je ne vais pas le noter en rouge, parce que sinon vous allez l'apprendre par cœur, surtout ne l'apprenez pas, est donnée par, en fait, dn. Ce nombre élémentaire, bah, que vaut-il? Bah, en fait, il vaut n, d'accord? Donc le nombre, ici, de particules engagées dans le volume étudié, fois m, masse d'une particule, sur 2pi à kBt, exposant 3,5. Donc là, je note en dessous, avec kB, voilà, la constante de Boltzmann. Retenez qu'on est à 1,38 fois 10 puissance moins 23 joules Kelvin moins 1. Voilà, constante fondamentale en thermodynamique. Voilà, la constante de Boltzmann. 1,38, 10 puissance moins 23 joules Kelvin moins 1. D'accord? Bon, j'ai pas terminé. Donc on a n fois m divisé par 2pi kBt exposant 3,5, ouais, fois 4pi v carré, voici une donnée sur ici, la vitesse, donc v carré, exponentielle, moins mv carré sur 2 kBt dv. Voilà. Et en fait, voilà ce nombre élémentaire. Donc ça, en fait, voilà. Ça, c'est le nombre élémentaire de molécules dont la norme du vecteur vitesse est comprise entre V et V plus dV. Voilà, ça c'est la fonction de distribution des vitesses moléculaires de Maxwell-Boltzmann qui peut se mettre sous la forme de n fois, en fait, f de V dV. Et en fait, nous, on va étudier en fait simplement cette fonction f de V après, d'accord? Donc f de V, ça sera tout sauf le n dv, ça sera tout ça. Ça c'est f de V. Bah, f de V,
on va le noter après, hein. Bah c'est quoi? C'est... On verra. On verra après, pardon. C'est une densité de probabilité. D'accord? Alors, avant de faire ça, j'aimerais bien m'attarder sur cette expression hein, de la distribution des vitesses, notamment dans l'exponentielle. Dans l'exponentielle, vous savez que l'exponentielle, l'argument n'a pas de dimension. Ouais. Là, je pense que vous reconnaissez quelque chose. mv carré sur 2. Ouais. Ça, c'est l'énergie cinétique d'une particule. Donc là, on a en fait l'énergie cinétique. Ouais. Alors forcément, comme l'exponentielle, l'argument exponentiel n'a pas de dimension, je dois forcément diviser cette énergie cinétique, énergie de mouvement, par une autre énergie. Ouais. Bah, l'énergie qui apparaît au dénominateur, le kBT, bah, ça ce terme, le produit kBT est homogène à une énergie. L'énergie thermique, énergie d'agitation thermique. Énergie thermique. Ouais. Et ça se retrouve en fait. Quand on multiplie la constante de Boltzmann, Kb, par une température, ici exprimée en Kelvin, ben vous retrouvez quoi? Vous retrouvez des joules, une énergie. D'accord? Donc il est important de voir que dans l'expansion, on a un rapport, ici on a une grandeur qui est adimensionnée, rapport de deux énergies, énergie cinétique d'une particule divisée par l'énergie d'agitation thermique. D'accord? Voilà. Alors, avant d'exploiter cette fonction de distribution, on va peut-être répondre à la question. On s'était posé tout en haut. Quelle est la probabilité pour une particule d'avoir une norme de vitesse comprise entre v et v plus dv? Ben ça, on l'a. Cette probabilité, on l'a. Il suffit de diviser dn par n. dn par n, on aura tout ceci. Ça sera la probabilité pour qu'une molécule, particule, ait la norme de sa vitesse comprise entre v et v plus dv. Donc ça, on va le noter à la suite. Donc la quantité, voilà. Donc cette quantité ici, dn sur n, qui est égale au produit f de v dv, une fonction de v fois dv, représente, voilà, la probabilité pour qu'une molécule, voilà, et donc c'est une distribution des vitesses moléculaires, hein, donc une molécule, et la norme, voilà, de sa vitesse comprise entre v et v plus dv. D'accord? Donc voici la réponse à notre question qu'on s'était posée au tout début. Voilà, c'est cette quantité. D'accord? F de v dv, c'est dn sur n. D'accord? Donc soit, voilà, on peut réécrire. On peut réécrire finalement, voilà, dn sur n, f de v dv. Bah, c'est le terme en m sur 2pi kbt exposant 3,5. Le terme en 4pi carré exponentielle moins mv carré sur 2 kbt. D'accord? dv, j'ai oublié dv. Donc ça c'est fonction f de v, c'est la densité de probabilité, fois dv. On va peut-être alléger un petit peu hein, quand même tout ça. On va poser. On va poser alpha. On pose alpha, une constante positive. On pense à alpha, c'est le rapport de la masse de la particule divisé par 2 kbt. D'accord, la constante positive. Voilà. Tel que... Bah, ça soit plus léger quand même. Hein. On va écrire ici, voilà, cette fonction. Bon, simplement réécrire f de v. f de v, d'accord, donc je m'affranchis du dv ici, donc f de v. Donc on aura ici, on aura du alpha sur pi. Ça va? Donc alpha sur pi exposant 3,5. Le 4pi v carré, je ne touche pas. Je vais toucher à l'exponentielle. Ici, j'aurai moins alpha v carré. Voilà. Bon, ça, c'est quand même plus agréable à manipuler. D'accord? Ah bah ça me permet d'enchaîner sur, finalement, ça, cette quantité, voilà, que je vais encadrer. Ça, c'est quoi? C'est une fonction en valeur positive. Ouais. C'est la densité de probabilité. D'accord? Et là, f de v, c'est la densité de probabilité. Rappelez-vous ce que vous avez fait l'année dernière en terminale S.
sur les densités de probabilité. Voilà. Et j'ajoute sur le fait ici qu'on a bien une fonction à valeur positive. Ah bah tiens, si on dit cette fonction, tiens, fonction positive, donc déjà on sait qu'on va utiliser un seul cadran. Et on va tracer. Allez, on y va, tracer de la fonction f de v. Voilà, que j'ai encadré juste au-dessus. Donc on va ici tracer cette fonction. En fait, on va étudier la densité de probabilité. Donc on sait que c'est une fonction à valeur positive. Calcul de limite. La limite, pareil, un v, c'est la norme de vitesse. Ne fait pas tant de v vers moins l'infini. Hein. Donc v tend vers 0, de f de v, et la limite, pour une norme de vitesse infiniment grande, de f de v. Alors, en 0, bon, c'est facile. D'accord, il va rester ici le v carré qui va tendre vers 0. D'accord, donc ça donne bien, la limite existe et finie, ça vaut 0. En plus infini, d'accord, attention, plus infini ici, là on aura directement v carré avec le moins. Là, attention, théorème des croissances comparées. Vous avez vu avec M. Bosch en maths, donc un v carré exponentiel. L'exponentielle l'emporte sur toute puissance de v. Donc là, on a ici directement, voilà, ça va tendre vers 0 en plus infini. Théorème des croissances comparées. Voilà, donc théorème des croissances comparées. D'accord, voilà. Bon, allez, on y va. On va tracer ça. L'allure, alors je dis bien l'allure, hein, ici, compte tenu des valeurs aux limites, du fait que c'est une fonction à valeur positive, en fonction de v. Je trace en fonction de v, d'accord. Voilà, parce que v est bien la variable ici, hein, c'est une fonction de v, tout le reste est constant. Voilà. Alors ce qu'il faut faire très attention, enfin tout le reste est constant. Ici, ouais, il faut fixer un paramètre. La température. Voilà, on va le tracer à une température T. Donc, ça tend vers 0 en 0, ça tend vers 0 en plus infini. Donc, c'est à l'allure d'une courbe en cloche. Comme ceci. D'accord? L'allure d'une courbe en cloche. Voilà. Alors, donc on retrouve bien la décroissance exponentielle qui prédomine en l'infini. D'accord? Et la forme parabolique. Ouais, ça se voit pas trop. Hein. Forme parabolique. Pour les faibles valeurs de V, une décroissance exponentielle, ouais, je suis un peu planté. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc là, ce qu'il faut noter, c'est que voilà, ça, ce tracé-là, c'est à la température T. D'accord? Voilà, à la température T. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez un coefficient alpha, je vous rappelle, alpha, c'est M sur 2kBT. D'accord, donc il faut fixer la température pour tracer ici la densité de probabilité. En fait, on a la température T, voilà. Quelle est la température pour qu'une molécule ait la norme de sa vitesse comprise entre V et V plus dV. Bah là, clairement, ce qui m'intéresse le plus, hein, c'est pas le tracé ici, hein, d'accord, forme parabolique, décroissance exponentielle, c'est surtout le fait que cette densité de probabilité passe par un maximum. Ouais. Le maximum, il est là, et ce maximum, il est atteint pour une vitesse particulière qu'on appelle la vitesse la plus probable. Voilà. Ici. Première vitesse qu'on met en évidence en traçant la densité de probabilité, c'est la vitesse la plus probable. D'accord? Donc on y va, ici, donc je note, la densité de probabilité, f de v, passe par un maximum et ce maximum, il est atteint, ici, atteint, pour la vitesse la plus probable. Voilà. Donc on a une densité de probabilité. Cette densité de probabilité passe par un maximum. Ce maximum est atteint pour la vitesse la plus probable qu'on va noter V indice P. Voilà, donc première vitesse caractéristique qu'on met en évidence en traçant cette densité de probabilité, la vitesse la plus probable. Cette vitesse la plus probable, on peut l'estimer. On peut la calculer. Elle est solution de quoi? Bah de finalement, le fait qu'on ait un extrémum en VP, bah solution de, voilà, dérivée de f de v par rapport à v,
Ouais. En V égale VP égale 0. D'accord? On y va, c'est parti. On résout cette équation. Je veux déterminer l'expression littérale de la vitesse la plus probable. Ici, ouais, je dois dériver ça par rapport à... Je reste des places, ouais, ça va le faire. Alors, les deux, ouais. Donc je me base sur ça, je dérive dans cette probabilité par rapport à V. Alors V, il est où? V, il est là. J'ai du V carré, exponentielle moins alpha V carré. J'ai un produit, donc ce sera U'V plus UV'. On y va. Donc on aura alpha sur pi, exposant 3,5. 4pi, je vais mettre en rouge mes dérivés. J'aurai du 2V. Alors ça, bon, je place. Je vais mettre mes indices P après. D'accord? Donc du 2V, exponentielle moins alpha V carré. Après, je vais dériver l'exponentielle moins alpha V carré par rapport à V. Il va sortir du moins 2 alpha V. Donc il y aura un moins qui apparaît. Moins. Les termes constants sont toujours là. Moins alpha sur pi 3,5. J'oublie pas le 4pi V carré, qui lui est en facteur. Donc 4pi V carré. Et j'ai dit que je sortais le moins. Ouais. 2 alpha V. Donc moins 2 alpha V. Et je replace l'exponentielle moins alpha V carré. Et j'oublie pas le égal à 0. Oula, c'était limite finalement. Je mets des indices P, parce que ici, cette équation est égale à 0. Ici, lorsque V égale VP, donc je mets des VP. Ouais, ça va alourdir un tout petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Je réécris ici un peu plus grand. Voilà. Soit, finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bon, on peut mettre en facteur pas mal de termes. On aura alpha sur pi, exposant 3,5. D'accord? Ouais. On aura le 4pi, de même le 8pi. Le 4 fois de 8, 8pi ici, exponentielle moins alpha vp carré, donc alpha sur pi, d'accord, 8pi exponentielle moins alpha vp carré. Qu'est-ce que l'on aura? On aura du v indice p, une fois, et là j'aurai du v carré fois v, ça fait du v cube, d'accord, et il restera alpha. Donc moins alpha vp cube, le tout égal à 0. D'accord? Donc j'ai mis en facteur, alpha sur pi exposant 3,5, 4 fois de 8pi, exponentielle moins alpha vp carré. Il me reste ici une fois vp, et là j'aurai moins alpha vp cube, le tout égal à 0. D'accord? Bon, un produit facteur est nul si et seulement si. D'accord? C'est-à-dire que là, une nouvelle fois, on aura vp, je vais mettre vp en facteur, donc ça c'est différent de 0. D'accord? On aura 1 moins alpha vp carré égale à 0. Voilà. Donc avec évidemment, donc ça, oui, hein, j'ai dit à l'oral, mais ça évidemment, ça c'est non nul. On cherche une vitesse, ici la plus probable, c'est la vitesse la plus probable. Ici également, on écarte la solution vp égale à 0. Et là immédiatement, la vitesse, hein, la norme d'une grandeur positive, hein, d'accord, comme vous dites plus ou moins racine, prenez la valeur positive, c'est-à-dire plus, racine, donc c'est un vp. Ça sera quoi finalement? Ça sera racine de 1 sur alpha, puisque alpha vp carré égale à 1, donc vp carré égale 1 sur alpha, vp égale racine de 1 sur alpha. Vous prenez la solution positive, hein, d'accord, c'est une norme du vecteur vitesse. Voilà, puisqu'on connaît alpha, donc ça fait racine, la vitesse la plus probable, c'est quoi? C'est l'inverse de alpha, ça sera 2kbt sur m. Voilà. Voilà, très très bien. Très très bien. Ça, c'est la vitesse la plus probable. D'accord? Compte tenu de la distribution des vitesses moléculaires de Maxwell-Boltzmann. Voilà. Donc là, en fait, je répète, hein, je traite un exo de TD hein, que je vous donnerai. TD numéro 19. Bon. Voilà. On a la vitesse la plus probable. Maintenant, on peut également, une fois qu'on a cette fonction de distribution des vitesses, d'accord, on a dans cette probabilité, bah, on va
calcule également la vitesse moyenne. Ouais, parce que vous savez que la vitesse moyenne, c'est pas la vitesse la plus probable. La vitesse probable, c'est ici, elle repère le maximum de votre distribution. Maintenant, on va estimer la vitesse moyenne. Bah, tout comme vous l'avez fait dernière en maths, hein, la vitesse moyenne, c'est un calcul d'espérance mathématique. D'accord? Donc on y va. Calcul. De la vitesse moyenne. D'accord? Calcul de la vitesse moyenne. Alors pareil, comme tout à l'heure je vous dis, c'est l'abus de langage. Hein, la vitesse moyenne, c'est la moyenne de la norme du vecteur vitesse. Quand j'ai calculé la vitesse moyenne, je répète, c'est la moyenne de la norme du vecteur vitesse. D'accord? Rappelez-vous ce qu'on a fait précédemment. Bah, ça, c'est comme vous avez fait en TSA, c'est-à-dire calcul d'espérance mathématique. C'est-à-dire qu'ici, on va estimer, voilà, ça, cette grandeur-là. Donc, il s'agit bien de la vitesse moyenne, hein, de la moyenne de la norme du vecteur vitesse. D'accord? Ouais. Et ça, c'est défini par, ouais, l'intégrale de 0 à plus infini, d'accord, via cette densité de probabilité qui est une fonction qui est continue. Donc l'intégrale ici, voilà, de 0 à plus infini, de V, f de V, dV. D'accord? Voilà. Où je vous rappelle, la quantité f de V dV représente la probabilité pour qu'une molécule ait la norme de sa vitesse comprise entre V et V plus dV. Donc là, voilà. Donc analogue, ça c'est un calcul qui est analogue à l'espérance mathématique. Voilà. Donc ici, c'est-à-dire avec la distribution des vitesses moléculaires de Maxwell-Boltzmann, ici, la vitesse moyenne, ça sera quoi? Donc on reprend alpha sur pi exposant 3,5. Il y aura le 4pi. Le v carré, attention, le v carré va rentrer sous l'intégrale de 0 à plus infini. Donc on aura du v carré fois v. Là on a du v. Hein. Donc v carré fois v, v cube, exponentielle moins alpha v carré, dv. D'accord? Je vous rappelle, f de v, il est là. f de v, on a du 4pi v carré exponentielle moins alpha v carré. Et là, dans l'intégrale, j'ai l'intégrale de 0 à plus infini de v, f de v dv. Donc on aura du v cube exponentielle moins alpha v carré dv, à intégrer entre 0 et plus infini. D'accord? Ok. Bon bah ça a l'air bien sympa tout ça. Là évidemment, on doit vous rappeler des résultats. On ne va pas vous laisser retrouver les résultats sur les intégrales ici de cette forme-là. On va vous rappeler. Ce qui est également donné dans le TD de l'énoncé. On rappelle que voilà les intégrales IK de la forme intégrale de 0 à plus infini de x exposant k, d'accord, exponentielle moins alpha x carré dx. Donc on rappelle les résultats sur ce type d'intégrale là. Intégrale de 0 à plus infini des xk. Donc là on intègre par rapport à x. Hein. D'accord, je prends une notation mathématique. X exposant k exponentielle moins alpha x carré dx. On rappelle I0. I0, donc k égale à 0. La valeur, on va vous la donner 1/2 racine de pi sur alpha. Ok. I1. I1, c'est 1 sur 2 alpha. I indice k, si on veut généraliser, à I indice k. I indice k, c'est k-1 sur 2 alpha fois I indice k-2. Ça, on va le garder. Ça, on en aura besoin pour faire les calculs qui suivent. D'accord? Voilà. Donc, je laisse noter. Ça, surtout, on ne demande surtout pas de les retrouver. Simplement de savoir les utiliser pour mener à terme les calculs de vitesse moyenne. Bon. Alors ici, si je regarde la forme de la vitesse moyenne, on a finalement quelle intégrale? Donc là, on a v exposant 3. Là, on a du i3. Donc là, il apparaît finalement ça, ici, ça c'est du i3. Par rapport au rappel que j'ai donné, ça c'est du i3. Ok? Allez, on attaque. On attaque le calcul de vitesse moyenne.
Allez, on y va. Donc, soit. Allez, c'est parti. Donc là, on prend le temps. On prend le temps sur les exposants partout pour les alpha, pour les pi. Bon, alors, on a toujours le alpha sur pi. Voilà, qui est devant, à exposant 3,5. On a toujours le 4pi. Je peux mettre un peu de couleur, ça va peut-être vous aider. Fois i3. D'accord? Bon. Ça, c'est quoi? Bah, il suffit de développer i3. i3, c'est quoi? i3, c'est quoi? Je regarde. Je laisse faire ça comme ça. Alors, i3. i3, il est là. i3, c'est 3 moins 1, 2 sur 2 alpha. I exposant 3 moins 2, ça fait 1. Donc, il va nous rester quoi? Il va nous rester le fait que ici, i3, ça sera ici i1 sur alpha. Donc, i3, c'est i1 sur alpha. C'est bon? Je continue. Donc, on aura alpha sur pi exposant 3,5 fois 4pi. I1, I1 c'est quoi? I1 c'est 1 sur 2 alpha. Donc on aura 1 sur 2 alpha pour I1. Sauf qu'on a du alpha au numérateur, donc on aura 1 sur 2 alpha carré. Ok? Bon. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant qu'on va exprimer la vitesse moyenne en fonction de la masse de la particule et de la température. Et qu'ici, il va falloir réexprimer alpha. Alpha égale m sur 2kBt. Sauf que il y a ici alpha exposant 3,5, alpha au carré, il y a des pi. En fait, tout ça, ça peut rentrer sous une racine. En effet, si je prends une seule racine, d'accord? Alors là, j'ai 4 demi, ça fait 2. Donc sur la racine, j'aurai un 4. Ça va, donc là, j'aurai un 4. Je place ma barre du dénominateur. Les alpha, alors on peut le faire au brouillon, et alpha, j'en ai combien? Alpha, j'en ai 1 à l'exposant 3,5. Et après, j'en ai ici, j'ai alpha carré. 1 sur alpha carré. Donc ça fait exposant moins 2. Donc je l'ai en moins 4 demi. C'est bon? Je parle pour alpha. Pour l'exposant alpha, j'en ai 3 demi moins 4 demi. 3 demi moins 4 demi. Ça fait donc 3 moins 4 moins 1 moins 1 demi. Moins 1 demi, alpha se retrouve donc au dénominateur de ma racine carrée. D'accord? Donc là, j'ai fait 3 demi moins 4 demi. Je compare l'exposant des alpha. Je fais pareil pour pi. En fait, j'aurais pu mettre pi exposant. Bon, bref, pas grave. Je ferai comme ça tout à l'heure. Puis, je l'ai exposant ici 1. Exposant 1. Puis, je l'ai exposant ici moins 3 demi. Moins 3 demi. Donc 1, c'est 2 demi. 2 demi moins 3 demi. Donc là, c'est un 2. 2 demi moins 3 demi. 2 moins 3 moins 1. Moins 1 demi. Pi est également dénominateur. Et c'est bon. D'accord? Il suffit de réexprimer ici alpha. Alpha, c'est m sur 2kBt. Pour avoir l'expression de la vitesse moyenne. Donc on aura racine. Voilà. Ici. Donc alpha. Je vais mettre ici, je vais rappeler ici en marge. Alpha, c'est m sur 2kBt. Donc on aura un m au dénominateur. Donc on aura du mpi. Et 4 fois 2, 8. On aura 8 kBt au numérateur. Donc on aura 8 kBt au numérateur. Divisé par mpi. Pi m, comme vous voulez faire du pi m, mpi. Voilà. Comme ceci. Et là, c'est la vitesse moyenne. Qui, voilà, on retrouve quelque chose de très important, que la température du système gazeux, en fait, influe directement sur la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, ici, d'accord? Donc, le fait que la vitesse moyenne, tout comme la vitesse la plus probable d'ailleurs. Hein. Mais ça, c'est pour rejoindre le commentaire que j'ai fait sur la vitesse moyenne. La vitesse moyenne des molécules est liée à la température, et est proportionnelle ici à la racine carrée de la température, à la température
du système. Voilà, donc il y a un lien très étroit entre vitesse moyenne et température, c'est-à-dire entre agitation thermique et température. Ok. Ce qu'on peut dire également, c'est que par rapport à la vitesse la plus probable, elle est en racine de 2 kBt sur m, là on a 2. Là on a 8, c'est 4 fois 2. Ouais. Donc là on a 4 fois 2 sur pi. On a 4 sur pi de différence sous la racine. Donc 4 sur pi supérieur à 1. Donc en fait la vitesse moyenne est supérieure en fait, légèrement, d'accord, à la vitesse la plus probable. Ok, donc elle est légèrement supérieure à la vitesse la plus probable. Et si on devait sur un graphe ici représenter la vitesse moyenne ici, voilà, elle est ici, d'accord, supérieure. Bon là je l'éloigne beaucoup, hein, pour bien sûr que ce soit plus clair sur le schéma, évidemment, elle est relativement proche, hein, mais supérieure à la vitesse la plus probable. D'accord. Voilà, donc voilà ce genre de calcul qu'il faut savoir effectuer sans erreur. De toute façon, on va en faire encore un après, juste après. Dans un, je vérifie, 1, 2, après 2, c'est 3. Dans la vitesse quadratique moyenne. Donc petit 3, voilà. Dernière vitesse caractéristique, très importante. En fait, encore plus importante que la vitesse la plus probable, vitesse moyenne, c'est la vitesse quadratique moyenne. Alors pourquoi elle est très importante? Parce qu'elle est liée à la valeur moyenne d'énergie cinétique particulière. Voilà. Donc vitesse quadratique moyenne. Alors, définition. Alors ça là à connaître, très importante. On appelle, ouais je l'ai mis, allez, on monte toutes les lettres, on y va. On appelle vitesse quadratique moyenne d'une particule la racine carrée de la moyenne du carré, oula, ça fait beaucoup, du vecteur vitesse. On appelle vitesse quadratique moyenne d'une particule la racine carrée de la moyenne du carré du vecteur vitesse. Bon, alors cette vitesse quadratique moyenne, ici, voilà, j'ai pas donné son symbole, sa notation, en fait c'est U. Rajouter, pardon, ici U. U comme vitesse quadratique moyenne. En fait, voilà, il faut des notations différentes. Un V, ici, donc V moyen, déjà on a VP, vitesse la plus probable, la vitesse moyenne, la vitesse quadratique moyenne est notée U en carbone. D'accord? Alors, définition. Vitesse quadratique moyenne. Donc ça, c'est bien homogène à une vitesse en mètres par seconde. U. On a dit que c'est la racine carrée. On commence. Racine carrée. Racine carrée de la moyenne. Racine carrée de la moyenne. Donc racine carrée de la moyenne du carré du vecteur vitesse. Du carré du vecteur vitesse. Voilà. Donc je répète. Vitesse quadratique moyenne. D'accord. Donc comme toute vitesse ici, unité du système international en mètres par seconde. C'est la racine carrée de la moyenne du carré du vecteur vitesse. Vous voyez, hein, dans l'ordre, racine carrée de la moyenne du carré du vecteur vitesse. Ok. Ah bah ça c'est quoi? C'est la racine carrée de quoi? Si je prends la moyenne... En fait ça c'est... Alors ça c'est quoi? Ça c'est une moyenne quadratique. C'est la moyenne du carré. On l'a déjà vu en mécanique quantique, rappelez-vous. Ça c'est une moyenne quadratique. Rappelez-vous les cours de mécanique quantique sur les indéterminations quantiques, les estimateurs, moyenne quadratique, écart type. D'accord? Ça, c'est la moyenne quadratique. La moyenne quadratique, dans le cas d'un modèle discret, ça, c'est 1 sur n, somme sur i des VI carrés. Hein. Voilà. Ok? Et là, si je passe en coordonnées ou en repérage cartésien, bah, ça, c'est quoi? Ça, c'est la racine carrée. La moyenne du carré du vecteur vitesse, ben ça c'est quoi? Ça c'est la moyenne de quoi? Si je prends le carré scalaire du vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes, attention, ben ça c'est quoi? Ça c'est Vx carré, plus Vy carré, plus Vz carré. Attention, ça, je précise bien,
en coordonnées cartésiennes. Donc tout dépend ici l'étude que l'on vous impose dans le problème. Alors ça, connaître par cœur, hein. Ça c'est vraiment la définition qui est un peu plus complexe pour vous retenir, mais vraiment la connaître par cœur, la moyenne quadratique, racine carrée de la moyenne du carré du vecteur vitesse. Ouais. Ça doit vous faire rappeler, ça doit vous rappeler, pardon, les grandeurs efficaces en électricité. D'accord? Donc ça c'est analogue aux valeurs efficaces en élec. Donc rappelez-vous, elles ont été introduites dans le chapitre filtrage. Rappelez-vous ici l'action d'un filtre linéaire sur un signal d'entrée périodique. Et on avait abordé la notion de développement de série de Fourier, on avait rappelé la notion de moyenne, et surtout de moyenne quadratique. D'accord, on avait fait le calcul sur un signal sinusoïdal et un signal créneau. Reprenez ces calculs, c'est important de faire le lien avec les valeurs efficaces. Rappelez-vous les tensions efficaces en élec. D'accord, voilà. Donc analogue aux valeurs efficaces en élec. Et surtout, l'intérêt majeur, ici on le verra en thermo, l'intérêt majeur c'est que la vitesse quadratique moyenne, en fait c'est pas la vitesse quadratique moyenne, c'est U carré en fait. Le carré, bon, on va noter entre guillemets la vitesse, en fait c'est U carré. La vitesse quadratique moyenne, entre guillemets, d'accord, est reliée à l'énergie cinétique moyenne. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on cherche à évaluer l'énergie cinétique moyenne, c'est la moyenne de 1/2 de mv carré, 1/2 de m. Et là, on trouve quoi? Là, on retrouve la moyenne quadratique, la moyenne ici du carré du vecteur vitesse. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est U carré. Voilà, 1/2 de mu carré. Alors ça, on va le reprendre en fin de chapitre. On va le reprendre de manière un peu plus précise. D'accord? D'accord? Même d'un point de vue statistique, introduire des degrés de liberté et montrer, voilà, pour définir, en fait, on va définir la température cinétique. D'accord? Donc il y a un lien très étroit, d'accord, entre la vitesse quadratique moyenne et l'énergie cinétique. D'accord? L'énergie cinétique, elle est proportionnelle à U carré. Donc EC moyen égale 1/2 de mu carré. C'est-à-dire qu'on ne va pas noter 1/2 de mv carré, on va noter 1/2 de mu carré, où U, c'est racine de 1 sur n, somme sur i des vi carré. D'accord? Mais ça, on va reprendre. Ne pas confondre. À nouveau, ne pas confondre. Vitesse quadratique moyenne. Racine carrée de la moyenne du carré du vecteur vitesse qui, en coordonnées cartésiennes, racine carrée de la moyenne de la somme des carrés de chaque composante cartésienne du vecteur vitesse. Ne pas confondre la vitesse quadratique moyenne avec quoi? Ah ouais, regardez la différence de notation entre la vitesse quadratique moyenne et la moyenne de la norme du vecteur vitesse. Ça, ça c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est la vitesse moyenne. Ça c'est la vitesse moyenne. Cette vitesse moyenne, en coordonnées cartésiennes, regarde la différence entre vitesse quadratique moyenne et la vitesse moyenne. Donc ça c'est, faut le noter je pense, vitesse quadratique moyenne est bien différente de la vitesse moyenne. On le voit très bien en coordonnées cartésiennes. La vitesse quadratique moyenne, ça sera la racine carrée de la moyenne de la somme des carrés des composantes cartésiennes, alors que la vitesse moyenne, c'est la moyenne de la racine de la somme des carrés des composantes cartésiennes. Hop, vous voyez la différence? Là, je prends la racine carrée de la moyenne. Là, je prends la moyenne de la racine. D'accord? Voilà, une petite subtilité ici qu'il fallait, voilà, remarquer. Bien. Donc maintenant, une fois qu'on a la relation, cette définition de la vitesse quadratique moyenne, bon, on peut revenir, on peut
établir l'expression de la vitesse quadratique moyenne avec la distribution des vitesses moléculaires de Maxwell-Boltzmann. D'accord? Donc dans le cas de la distribution des vitesses moléculaires de Maxwell-Boltzmann, ici, la vitesse quadratique moyenne, s'exprime alors selon finalement, voilà, quelle relation. Donc on y va. Alors là, ce que je vais faire, je ne vais pas calculer u directement, je vais en fonction de la racine. D'accord, je vais calculer d'abord u carré. Une fois que j'aurai u carré, je prends la racine, j'aurai u. Je vais faire u carré pour ne pas avoir une racine dans la racine de l'intégrale. D'accord. Donc là, alors ouais, donc ce cas, si je calcule u carré, je vais faire la vitesse quadratique moyenne ici, entre guillemets. Alors je vais d'abord calculer u carré. Pour des raisons pratiques, je vais calculer u carré. Donc le carré, la vitesse quadratique moyenne. Donc ça me donne la moyenne, ici, voilà, du carré du vecteur vitesse. Et ça, par définition, hein, tout comme on l'a fait pour la vitesse moyenne, ça c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à l'infini. De quoi? Oh, je n'ai pas une couleur, mais c'est pas grave. De v carré, f de v dv. On rappelle, f de v dv, probabilité pour qu'une molécule ait la norme de sa vitesse comprise entre v et v plus dv. Allez, on y va. Comme tout à l'heure, on attaque, attention, on attaque. C'est bien beau d'attaquer, mais voilà, il faut connaître. Alors, voilà le résultat des intégrales IK. Ok? Allez, on y va. On aura toujours, on prend le temps, alpha sur pi, exposant 3,5. J'aurai le 4pi. Ok. Sous l'intégrale, j'aurai de 0 à plus infini, j'aurai du v carré. V carré fois f de v dv. Donc v carré fois f de v. Il a. Donc v carré fois tout ça, donc on aura du v4. v4 exponentielle moins alpha v carré dv. Donc v exposant 4. Ok? Donc là on aura du v4. D'accord? V exposant 4 exponentielle moins alpha v carré dv. Et là il apparaît ici i4. D'accord? Donc alpha sur pi exposant 3,5, 4pi, allez, je prends le temps de renoter le fait que l'on ait i4. D'accord? Bon. Alors, ça va nous donner, est-ce que j'aurai de la place là? Non, je vais écrire en dessous quand même. Ouais, pardon. U carré. Donc on aura alpha sur pi exposant 3,5, 4pi, i4. I4, il est là. I4. 4 moins 1, 3. 3 sur 2 alpha. 4 moins 2, 2. Fois I2. Alors là, je ne vais pas simplifier. Je vais attendre, je vais faire comme tout à l'heure, mettre des exposants sur alpha et pi. Ok? Donc on aura alpha sur pi exposant 3,5 fois 4pi. 3 sur 2 alpha. I2. I2. K égale à 2. Donc 2 moins 1, 1 sur 2 alpha. 1 sur 2 alpha. 2 moins 2, 0. Donc on aura I0. Pareil, hein, ça on pourrait le faire plus rapidement, mais là je prends le temps pour éviter d'oublier des termes. Ce serait dommage d'oublier un pi ou un alpha. Voilà, 3 sur 2 alpha. 1 sur 2 alpha. Pareil, hein, je laisse tel quel. Je ne simplifie pas. I0, il est là. 1,5. Racine de pi sur alpha. Ok? Et là, on y va. U carré. U carré, on y va. On est là. Donc on a 4 fois 3, 12. Au numérateur, on aura du 12. Au dénominateur, 2 fois 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Ouais, 12 huitièmes.
Et c'est là que, ouais, là je vais faire proprement. Je vais mettre l'exposant pour alpha, exposant pour pi. Alors alpha, je l'ai combien de fois? Je l'ai exposant 3,5. Alpha exposant 3,5 ici. Alpha exposant moins 1 ici. Ouais. Et ensuite alpha exposant moins 1 également ici. Et alpha exposant ici moins 1,5. Ouais. Pi, pareil pour pi. Exposant moins 3,5 ici. Exposant 1. Exposant plus 1,5. Ok. Alors, bon, c'est sympa tout ça. Ici, on aura 12 huitièmes. 12 huitièmes ici, ça fait 3 demi. 3 demi. Alpha. Alors, ouais, on va le faire sur le côté. À moins que vous voulez faire de tête, hein, pas de soucis, moi je peux le faire de tête. Hein. Ça fait 3 demi, moins 2 demi, moins 2 demi, moins 1 demi. Donc ça fait 3 demi. Donc on aura ici 2, moins 2, 4, moins 1, 5 demi. D'accord? Voilà. Ici. Donc on va le poser. Sous ce on va le poser. Donc on aura 3 demi, moins 2 demi, moins 2 demi, moins 1 demi. D'accord? Ça fera 3 demi, moins ici. Alors, moins 2, moins 4, moins 5. Moins 5 demi. Ok, 3 moins 5, moins 2, sur 2, moins 1. C'est bon? Donc j'ai moins 2 demi, ça fait moins 1. Donc j'ai alpha exposant moins 1. Fois, on fait pareil pour pi. Pi, j'en ai combien? J'en ai moins 3 demi. Je mets en bas pour pi. Donc moins 3 demi. Attendez, chouche. Plus 1. 2 demi. Plus 1 demi. Donc on aura ici 2 et 1, 3. 3 moins 3, 0. 0. Donc pi exposant 0. Ok. Donc ça fait u carré égale 3 sur 2 alpha. Alpha, comme précédemment ici, c'est m sur 2 kbt. Donc on aura 3 sur... Donc on aura 2m. Ici, 2 kbt. Sur 2 kbt. Les deux simplifient. En haut et en bas. 3 kbt. Sur m. Voilà. Donc ça, c'est donné par la fonction de distribution moléculaire de Maxwell-Boltzmann. Voilà. C'est-à-dire U, vitesse quadratique moyenne, racine, donc ça c'est bien strictement positif, il n'y a aucun problème, 3 kbt sur m. Alors oui, oh là là, attention, en thermo. Ah ouais, bah strictement, j'ai bien fait. Bonne remarque, très bonne remarque. Oui, quand je dis que ça c'est strictement positif, ouais, d'où l'intérêt de convertir la température en Kelvin. Attention, la température en Kelvin, ici, vous mettez la température en degrés Celsius avec une température négative, ça posera problème ici en thermo. Donc n'oubliez pas, surtout en thermo, je répéterai très souvent la température en Kelvin, ne la c'est pas en degrés Celsius, on aura des gros signes dans nos calculs. Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est la vitesse quadratique moyenne. Selon Maxwell-Boltzmann, enfin à l'aide de la fonction de distribution moléculaire de Maxwell-Boltzmann, d'accord, on trouve ce résultat-là, d'accord. Et surtout, retenez la définition de la vitesse quadratique moyenne. Sachez refaire ce calcul. Vous voyez, un calcul exigible, si on fait ça ici. Et retenez également que cette vitesse quadratique moyenne, elle est reliée, d'accord, à l'énergie cinétique moyenne. Ça, on le reverra d'ici à la fin du chapitre. D'accord? Bien. Alors, je regarde le temps, même juste le temps d'aborder un tout dernier paragraphe. D'accord? Donc c'est petit 4, voilà, on va juste poser le modèle du gaz parfait. D'accord?
Voilà, donc dans cette description d'un gaz à l'échelle microscopique, donc ce qui nous manque, donc là on a quand même décrit différentes vitesses, hein. Vitesse moyenne, vitesse la plus probable, et pour terminer, vitesse quadratique moyenne. Là ce qu'on va faire ensemble, là pour terminer cette partie courte, on va passer aux exos, c'est petit 4, modèle, ici, modèle qui est très important en thermodynamique, donc là ça tombe bien, on est dans l'étude des systèmes gazeux. On va rappeler ici le modèle du gaz parfait. D'accord. Donc on aura une définition un peu plus précise également en fin de chapitre, quand on aura des notions d'énergie, d'accord, et on pourra le comparer à un gaz réel. Alors, première condition, il faut que les molécules, alors pareil, molécules valables pour un gaz parfait diatomique, un GPD, d'accord, GPD pour gaz parfait diatomique, exemple, O2, N2. Sachez donner des exemples de gaz parfaits ici, diatomique, donc molécule ou atome. Atome pour un GPM, gaz parfait monoatomique. Gaz parfait monoatomique, voilà, l'hélium. D'accord. Donc les molécules atomes de ce gaz supposé parfait sont en fait assimilées. À des points matériels. À des points matériels. Alors, physiquement, c'est-à-dire qu'on néglige leur volume propre. Il n'y a pas de volume propre. Alors, j'ai introduit ce terme-là, on verra dans le modèle des gaz réels via une équation d'état autre que celle des gaz parfaits, l'équation d'état de Van der Waals. Il n'y a pas de volume propre. C'est-à-dire que finalement, on peut aller un peu plus loin, on peut définir un critère, il faut que la dimension caractéristique, hein, typiquement rayon, diamètre, soit négligeable et devant le libre parcours moyen ici. Hein. Le libre parcours moyen, je vous rappelle ici, je l'avais donné en introduction, hein, un dixième de micromètre, d'accord, 10 puissance moins 7 mètres, donc 0,1 micromètre. C'est environ égal. D'accord. Voilà. Donc point matériel, ici, pour les molécules et les atomes constituant le gaz parfait monoatomique ou diatomique. Alors, deuxième hypothèse, aucune interaction à distance entre molécules, entre particules. Donc il n'existe aucune interaction à distance entre les particules. Donc aucune interaction à distance entre particules. Voilà. Donc elles ne subissent que des chocs. D'accord. Il n'y a pas d'interaction à distance. Physiquement, rappelez-vous le cours de mécanique des solides, des formes. On a introduit ici les forces intérieures via le travail musculaire, hein, rappelez-vous, de l'étudiant sur le tabouret d'inertie. Bah là, on va négliger l'énergie potentielle des forces intérieures. D'accord. L'énergie potentielle des forces intérieures est égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'énergie potentielle gravitationnelle ici, d'accord, une action à distance, mais aussi surtout au niveau des forces intérieures. Donc ça, déjà je le dis, hein, pas d'énergie potentielle gravitationnelle, mais surtout par rapport aux forces intérieures, on va négliger l'énergie potentielle, rappelez-vous, de qui sommes? De Debye. Voilà. D'accord. Bon. Voilà. Voilà pour le modèle du gaz parfait, hein, qui clôture ce premier paragraphe, l'étude d'un gaz à l'échelle microscopique. Hein. Quand je regarde, finalement on a bien avancé, hein, mine de rien, bien avancé, il y a quand même pas mal de choses qui ont été traitées ce matin. Pas mal de calculs que je vous conseille de refaire. Et surtout, hein, si je reprends avec vous, ayez bien en tête ces ordres de grandeur, vous voyez ces ordres de grandeur qui caractérisent l'échelle, ici le chaos moléculaire à l'échelle microscopique. D'accord. Ensuite, ne vous faites pas piéger sur la définition. Sachez bien faire la différence entre la moyenne du vecteur vitesse et la moyenne de la norme du vecteur vitesse. Ça, n'ayez pas peur, ça vous sera donné. La fonction de distribution des vitesses moléculaires de Maxwell-Boltzmann vous sera donnée. Par contre, il faut être capable, vous voyez, de retrouver ici la vitesse la plus probable de cette fonction de distribution, d'accord, en dérivant f de v par rapport à v, d'accord. Sachez également calculer les vitesses moyennes, d'accord, ici, et les vitesses quadratiques moyennes. Donc ça, la définition est à connaître également
très importante, cette vitesse quatrique moyenne, d'accord, qui est liée à l'énergie cinétique moyenne. Et également, sachez faire le calcul via la distribution moléculaire de Maxwell-Boltzmann, tel qu'on l'a fait ce matin. Et après, modèle du gaz parfait, ça on reviendra suffisamment dessus. Hein. Vous allez voir, ça c'est pas le plus compliqué à retenir, je pense. D'accord? Voilà pour la partie courte, je regarde à 1h24 quand même, ouais, c'est bien. Bah, après, j'ai pris le temps, hein. J'ai vraiment pris le temps de faire tous les calculs de ce matin, d'accord. Ce sur quoi je voulais également revenir, ce sont des exos de mécanique du solide, d'accord. De toute façon, dans tous les cas, si on n'a pas le temps de terminer, je vous donnerai le PDF correspondant, la correction au PDF. Notamment le régulateur en horlogerie. Ouais, celui-là me plaît bien. Le régulateur en horlogerie. Le 7, qui est ici étoilé. Voilà. Voilà. Ici, le régulateur en horlogerie. Voilà. On va reprendre ensemble. Enfin, on reprend ensemble. Pareil, là, j'ai refait une correction manuscrite détaillée, un peu plus propre que j'avais moi-même pour que vous puissiez la réécrire. Donc pareil, prenez le temps ici de réécrire la correction que je vais vous proposer d'ici quelques instants. Donc là, il s'agit d'utiliser un régulateur en horlogerie, hein, d'accord. En fait, qu'est-ce qu'on a comme système? On a un contrepoids P, ça c'est le contrepoids, d'accord, de masse M, d'accord, ce contrepoids est supposé être ponctuel, accroché à un fil, vous voyez, un fil de masse négligeable devant la masse du contrepoids. Ce fil-là est enroulé sur un cylindre qui tourne librement autour de son axe OX, qui sort de la feuille dirigée vers le haut. D'accord? Donc deux rayons R et de moment d'inertie JOX. Il manque un O, ouais. Bon, JX ou JOX. Bon, moi j'ai mis JOX dans ma correction. Et il faut savoir que finalement, la chute du contrepoids ici, sur la verticale descente, selon OZ, pardon, vous ne voyez pas, la chute du contrepoids sur la verticale descente, donc selon Z, va entraîner la rotation du cylindre. Et ce cylindre, en fait, vous voyez, il y a des ailettes. Ces ailettes vont augmenter l'effet des frottements de l'air sur le cylindre en rotation autour de l'axe OX. Et en fait, l'action des ailettes est modélisée par un couple de frottement. Vous voyez un couple de frottement, moins lambda oméga t. Lambda, c'est une constante positive, hein, c'est une constante de frottement fluide. Oméga, la vitesse angulaire instantanée du cylindre, tel que le couple de frottement soit négatif. En fait, c'est la projection du couple selon l'axe OX. Hein. Le gamma F, c'est la projection du vecteur gamma F selon l'axe OX de rotation. Il y en a bien un couple résistant, gamma F, est négatif. Justifier le fait que Z point égale R oméga. Alors, justifier le fait que finalement, la vitesse instantanée selon Z, comme ceci, est égale à R. R, c'est le rond du cylindre, et oméga, c'est la vitesse angulaire du cylindre. Ouais. Donc, justifie le fait que la vitesse instantanée sur la verticale est égale à R oméga, R le rayon, oméga la vitesse angulaire du cylindre. Ben là, il faut se baser sur le fil, en fait. Le fil, ce qu'il faut supposer, c'est pas dit dans l'énoncé, hein. C'est un extrait de sujet. Le fil, en fait, il est inextensible et étendu. Dans ce cas-là, donc je vous propose, hein, pour éviter de perdre du temps, voilà. Donc, on va mettre le schéma en dessous. Le fil, ici, il est inextensible et étendu. Dans ce cas-là, tous les points de ce fil, qui relient le cylindre au contrepoids P, ont la même vitesse instantanée. Donc, même vitesse instantanée, aussi bien sur la partie libre que sur la partie enroulée. Donc, tous les points du fil tendu extensible ont la même vitesse, aussi bien sur la partie à l'air libre, on va dire, que sur la partie enroulée sur le cylindre. Les points appartenant sur le fil, ici, à l'air libre, ont une vitesse Z point. Les points enroulés sur le fil, enfin, les points du fil enroulés sur le cylindre auront une vitesse qui est liée à la vitesse de rotation cylindre, qui vaut R oméga. D'accord? D'où la réponse, hein, finalement. D'accord? Ça, je l'ai noté. Hein. Les points qui sont roulés sur le cylindre ont un mouvement circulaire à la vitesse angulaire oméga. La vitesse instantanée des points sur le fil enroulés sur le cylindre vaut R oméga. Et le point d'attache, d'accord? Pareil, entre le contrepoids et le fil se déplace à la vitesse Z point de t. C'est-à-dire qu'à tout instant, on a égalité entre Z point et R oméga. D'accord? Ça, c'est lié au fait qu'on a un fil extensible étendu. D'accord? Tous les points du fil ont la même vitesse. Aussi bien sur la partie libre, de vitesse Z point, sur la partie enroulée, on a R oméga. D'accord? Voilà. Donc le point d'attache est noté I. D'accord? Bien. Petit 2. Montrer que la force de tension du fil exercée en I sur le cylindre est donnée par la relation vectorielle. T égale mg moins z point selon EZ. Donc la force de tension du fil exercée en I sur le cylindre. D'accord? Donc c'est la force exercée par le fil ici en I sur le cylindre.
Bah, en fait, ici, il fallait penser à prendre comme système le point P. D'accord? Donc, on va prendre le point matériel P comme système étudié. Pareil, l'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On effectue un bilan des forces. Bah, ce contrepoids est soumis à son poids, mg. Vertical descendant, mg selon EZ. Et également, ce contrepoids P est soumis à la force de tension du fil, qui est verticale ascendante. En effet, le fil, ici, exerce une force de tension verticale ascendante sur le contrepoids P, qui est en fait le système étudié. Donc cette force de tension ici, d'accord, elle est selon moins EZ. EZ est verticale descendante. Donc la force de tension exercée par le fil sur le point P, notée T', c'est pas ce que je cherche, égale moins T' selon EZ. J'applique ensuite une deuxième loi de Newton, un principe fondamental et dynamique. mz point, selon Z, égale le poids, plus T'. Donc mz point égale mg selon Z plus T'. D'où T'? T', donc c'est la force de tension exercée par le fil sur le point matériel P. J'isole, ça fait mz point moins mg selon Z, voici. Bon, maintenant, si vous connaissez finalement la force de tension exercée par le fil sur le point P, vous connaissez la force exercée ici par le contrepoids sur le fil d'après le principe d'action réciproque. C'est ce que l'on cherche. Le principe d'action réciproque va vous donner ici la force exercée par le point matériel P sur le fil. Cette force est notée T. Elle est égale, opposée à la force T' précédente. T' on connaît, donc on prend la différence opposée, on trouve la valeur de l'énoncé. Mg facteur M facteur de G moins Z point sur le Z. D'accord? Voilà. Pareil, là j'accélère tout petit peu, mais vous aurez le temps de recopier. Vous mettez en pause, comme d'habitude. Troisième question, on vous dit d'appliquer la loi du moment cinétique scalaire au cylindre. Donc là, le système est clairement défini. Montrer que la vitesse angulaire de rotation vérifie l'équation différentielle. Ici, il y a un d'ordre 1 et un second membre ici constant. Bon, on y va. Donc le système, le cylindre homogène, indéformable, en rotation autour de l'axe fixe OX, d'accord, perpendiculaire au plan de la feuille. Bilan des actions mécaniques extérieures. Oh, j'ai oublié le référentiel, mais je l'ai dit tout à l'heure, je pense à un référentiel ici, pardon, terrestre supposé galiléen. D'accord. Cylindre, système, toujours un modèle du solide homogène indéformable, dans un premier temps ici, c'est le cas. Bilan des actions mécaniques extérieures, liaison pivot parfaite, donc le couple résultant est nul. Pas d'action mécanique de frottement, ici, on le néglige. Donc on dit que le cylindre tourne librement. Voilà, on dit dans l'énoncé, le cylindre tourne librement, donc on néglige finalement ici les frottements secs, d'accord. Le cylindre tourne librement. Voilà. Le poids du cylindre s'applique au centre de masse, d'accord. Sauf que le centre de masse ici, il semble que ce soit le point O, d'accord. C'est-à-dire que le moment du poids par rapport à l'axe de rotation X est égal à 0. D'accord. Donc voilà. Le poids coupe l'axe de rotation OX. Les frottements fluides ici, on vous donne le couple résistant. D'accord. C'est la donnée de l'énoncé, un gamma F pour frottement, moins lambda oméga T, c'est bien proportionnel à la vitesse angulaire de rotation. Lambda positif, un couple de frottement négatif. Ah oui, il faut estimer le moment. Ouais, le moment de la force de tension exercée ici sur le cylindre. Ici, le bras de levier, il est où? D'accord, donc c'est la force de tension, d'accord, sur le cylindre. Donc c'est cette force T, d'accord, qu'on a déterminée ici précédemment, d'accord. Donc ici, de norme T, il faut reprendre le schéma, le bras de levier. Donc je prends la droite d'action ici, voilà, de cette force. Le bras de levier, il est là, d'accord. Le bras de levier vaut un rayon, d'accord. Bras de levier de cette force de tension sur le cylindre. La droite d'action, je projette O sur la droite d'action, on a un I, OI égale 1 rayon. D'accord. Voilà, donc le bras de levier vaut R. Et là, je prends la valeur absolue. D'accord, ça fait bras de levier fois la norme de la tension T, ça fait RT. Attention à la convention de rotation avec un axe X qui sort du plan dirigé vers vous, sort du plan de la feuille. J'enroule ma main droite dans le sens horaire pour que le pouce soit sortant vertical. Donc on a ici, si on tire sur T, on a bien ici une rotation dans le sens positif. Donc on a plus RT. J'applique le théorème du moment cinétique scalaire par rapport à l'axe de rotation OX. D'accord. Donc on a JOX θ point point.
JOX θ point point, c'est JOX d sur dt. Ouais. On vous demande l'équation différentielle vérifiée par oméga. Donc je fais apparaître θ point point comme étant d sur dt. Et je fais la somme des moments, somme des couples. Ouais, somme des moments, somme des couples également, je vais pas noter. Donc ça fait JOX d sur dt. Je donne le couple résistant, moins lambda oméga. D'accord, plus RT. R fois T. T, rappelez-vous, c'est mg moins z point point. D'accord, c'est la norme de T, plus liée à la convention de rotation effective, fois le bras levier R. Maintenant, faire apparaître oméga. En fait, il faut utiliser la première question. Les variations de Z point sont liées aux variations de oméga. En effet, si Z point égale R oméga, d'accord, Z point point, c'est la dérivée temporelle de R oméga. En effet, j'ai noté Z point point, c'est la dérivée temporelle de R oméga. D'où, ici, voilà, apparaît d sur dt. Attention, il y a un R. R, il sort est constant, dépend du temps, R fois R, ça fait R carré d sur dt. C'est bon? Voilà. Donc mgr, je développe mgr, moins mr carré d sur dt. Ensuite, j'obtiens la forme demandée. D'accord, je laisse mgr dans le membre de droite. Je factorise par d sur dt. J'ai jox plus mr carré d sur dt plus forme d égale mgr. J'ai fait apparaître un coefficient ici unitaire devant oméga pour faire apparaître un temps taux. C'est pas demandé. Pas demandé, mais je fais apparaître un temps caractéristique. Taux, c'est jox plus mr carré sur lambda. D'accord, le temps caractéristique ici. Et ici, on aura la solution particulière. Pour mettre sous forme d sur dt plus oméga égale mgr sur lambda, équation différentielle linéaire d'ordre 1. D'accord? Donc résoudre l'équation différentielle et donner l'intérêt du dispositif. Bon, l'équation différentielle est linéaire d'ordre 1. La solution, c'est la solution particulière plus la solution de l'équation sans second membre. Donc ça fait solution particulière, je regarde, c'est mgr sur lambda, plus la solution de l'équation sans second membre, ça c'est a exponentielle moins t sur taux, plus a exponentielle moins t sur taux. A, la constante d'intégration, liée à l'équation différentielle d'ordre 1, se détermine grâce à la condition initiale, oméga en 0 égale, d'accord, voilà. Et ici, je vérifie, on ne donne pas. Ou alors j'ai pris un exclu, j'ai pas donné, j'ai pas pris le début ni la fin. Non, donc après, bon, je résous sans déterminer, voilà, d'accord. Et après, l'intérêt, c'est qu'en régime permanent, le régime transitoire ici, voilà, se termine forcément. On ne garde que la solution particulière qui est constante. C'est-à-dire qu'au régime permanent, la vitesse angulaire de rotation est constante. C'est-à-dire qu'on a un régime transitoire, ici la forme a exponentielle moins t sur taux. Et en fait, au bout de 4,6 taux, donc au bout de 4,6 fois cette quantité-là, tout dépend du cas des charges, on aura une vitesse angulaire de rotation constante et ça permet de réguler finalement la vitesse angulaire de rotation du cylindre. D'accord? Voilà. Voilà. Bon. Ensuite, je regarde une 37, ouais. Ouais, je pense qu'on va quand même aborder la toupie quand même. Le 10, je vous donnerai la correction sous PDF, je pense. Pour ne pas trop vous surcharger. Après, vous aurez peut-être la soirée, peut-être un peu plus de temps dans la soirée pour reprendre les révisions sur la méca du solide. Je souhaiterais avec vous aborder l'étude de lancer de toupie. Toupie. La toupie. La toupie qui est ici. Alors, on va lancer une toupie à l'aide d'un fil extensible enroulé sur 4 tours sur le corps de la toupie. Donc la toupie modélisée par un cylindre de masse m de rayon R. Le moment d'inertie par rapport à son axe au Z vaut mr carré sur 2. On a une pointe de moment d'inertie négligeable qui permet à la toupie de tenir sur le sol. Pendant tout mouvement, la toupie reste verticale et ne glisse pas sur le sol. Ah voilà, le fil est tiré avec une force de norme F constante pour lancer la toupie. On note oméga de t, la vitesse angulaire instantanée de la toupie. Et on suppose qu'à t égale à 0, où on commence à tirer sur le fil, la toupie est immobile. 3 questions. Exprimer la puissance instantanée de la force. Alors là, quand on vous dit ça, attention, puissance instantanée de la force, ça revient ici à reprendre les résultats du cours. On applique, rappelez-vous, on applique une force Fi en un point MI du solide S en rotation autour d'un axe fixe. Rappelez-vous, et quand on applique une force Fi en un point S du solide en rotation autour d'un axe fixe, on peut calculer la puissance de cette force, Fi scalaire V de MI. Et on aboutit, rappelez-vous, après calcul, la puissance de cette force est égale à quoi? Est égale au produit du moment scalaire de cette force, soit la vitesse angulaire de rotation. Donc en fait, la puissance instantanée de la force F, d'accord, F, la force appliquée au fil qui permet de faire tourner la toupie, ça sera le moment de cette force F fois θ point. Donc le moment par rapport à l'axe au Z, cette force fois θ point.
donc fois oméga. Donc il faut calculer le moment scalaire de cette force. Ensuite, deuxième temps, déduire du théorème de la puissance cinétique l'accélération angulaire de la toupie. Donc théorème de la puissance cinétique, rappelez-vous, va apparaître la puissance des forces extérieures, puissance des couples extérieurs, puissance de toutes les forces, tous les couples, d'accord. Là, il faut faire un bilan des actions mécaniques extérieures et voir quelles sont les forces qui travaillent, qui ne travaillent pas, donc ne pas oublier de calculer les puissances à chaque fois, associées à chaque action mécanique. Ok. Et après, question intéressante, quelle est la vitesse angulaire de la toupie lorsque les 4 tours de fil ont été déroulés? Donc là, je vous proposerai une approche un peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On y va. Exo numéro 8, vue de dessus de la toupie. Voilà. La toupie, ici, vous voyez, voilà, vue dessus du cylindre. J'ai pris EZ égale delta, pardon, je prends souvent delta par défaut. L'axe de rotation fixe, d'accord, orienté par delta, perpendiculairement de la feuille, dirigé vers vous. Vu qu'on a ça, voilà, on fixe la convention de rotation, comme ceci, pour avoir cet axe de rotation. Pareil, j'applique une force. Alors ça, c'est le fil en rouge. Vous voyez, là, en rouge, il y a le fil qui va entourer le corps de la toupie, d'accord, sur plusieurs tours, hein, je mets 4 tours de fil au final. Et j'applique une force ici en ce point. D'accord, j'applique une force F à l'extrémité de ce fil qui va permettre de mettre en rotation, mettre en mouvement la toupie. Pareil, je vais considérer un fil parfait inextensible. Donc un fil inextensible, non longueur constante. Bah, cette force que j'applique en ce point-là, si ce fil est parfait, idéal, inextensible, cette force que j'applique ici, force s'applique en ce point-là, bah, se retrouve au point I. D'accord? Parfaitement. Et cette force, ici, elle sera donc tangente à la toupie, et donc à une distance R de l'axe de rotation. Une fois que j'ai ça, je peux calculer ce moment. Et ouais, cette force F, qui s'applique au point I, d'accord, elle se retrouve au point I. Mais en fait, là, on a la droite d'action. Hein. La droite d'action, le moment de cette force F par rapport ici à l'axe de rotation. Le bras de levier, il est où? Le bras de levier, sa distance ici, c'est un rayon. R, c'est le bras de levier. Et compte tenu de la convention de rotation, si je tire sur la force F, qui met en mouvement la toupie, ben je vais bien dans le sens positif de la rotation. Donc là, j'aurai plus FR. D'accord? Une fois que j'ai le moment scalaire de la force F, j'en déduis la puissance instantanée de cette force F. Résultat à connaître. Hein. Attention. Hein. La puissance d'une force F appliquée en un point, ici, en ce point-là, d'accord? C'est quoi? C'est le moment scalaire de cette force F fois θ point. Donc m delta fois F, ça fait FR, moment scalaire, fois oméga. D'accord? Voilà. Je vous rappelle, le moment scalaire, c'est la norme de la force sur le bras de levier. F, c'est ici la norme de la force F, une norme constante. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a ça, il faut appliquer le théorème de la puissance cinétique. Pour avoir, ici, on vous impose un théorème de la puissance cinétique, pour avoir ici l'accélération angulaire. Le système, la toupie, supposé être un solide indéformable homogène en rotation autour de l'axe delta qui est confondu avec l'axe OZ, je répète. Bilan des actions mécaniques extérieures. Alors, pareil, le poids, pareil, ne travaille pas, ici. Alors, soit parce que vous dites que l'attitude du centre de masse reste constante, ici, mais aussi, le moment du poids, par rapport, je peux le noter, hein, par rapport à l'axe delta, est nul. Hein. On retrouve le cas de figure particulier, où le poids, ici, voilà, du cylindre s'applique au centre de masse G. Centre de masse G, ici, hein, d'accord, par lequel passe l'axe de rotation. Donc le moment scalaire du poids est nul également ici. Ensuite, la réaction du sol, R ne travaille pas également. Son point d'application est immobile. Je vous rappelle, pour avoir un travail non nul, il faut que, ici, voilà, avoir un point mobile. Là, le point d'application est immobile, on vous dit dans l'énoncé. Et il nous reste donc uniquement dans le bilan d'action mécanique extérieure la puissance de la force de lancer. Et ça, on connaît. La puissance de la force de lancer, c'est FR oméga. Donc j'applique le théorème de la puissance cinétique. Donc n'oubliez pas de dériver par rapport au temps l'énergie cinétique de rotation du solide S de la toupie. Somme des puissances des forces extérieures, somme des puissances des couples extérieurs. Donc là, attention au théorème de la puissance cinétique, qui est un peu plus long, d'accord, que le théorème du moment cinétique scalaire, parce qu'il faut dériver par rapport au temps 1,5 de J delta oméga carré. À droite, FR oméga, ça c'est 1,5 de J fois 2 oméga point, donc ça fait 1,5 fois 2, ça fait 1, donc ça fait J delta oméga point oméga, donc c'est J de oméga soit T fois oméga, FR oméga, on simplifie par oméga différent de 0, parce que je cherche uniquement oméga point. Oméga point, c'est d oméga sur dt. Ça, c'est θ point point. Et ça, c'est quoi? C'est FR sur J delta. C'est constant. D'accord?
avec J delta ici qui est donné dans l'énoncé. D'accord? Voilà, je simplifie et j'obtiens une accélération angulaire θ point point qui est constante. 2F, la force de lancer supposée être de norme constante, mr étant constant également. Ok? Voilà. Et voilà, question la plus délicate, plusieurs approches. D'accord? Une approche ici énergétique qui se base sur les résultats précédents. Je vous propose d'estimer la vitesse angulaire finale de la toupie lorsque les 4 tours de fil seront déroulés. Bah là j'évalue, j'ai fait un bilan d'énergie cinétique, hein, d'accord, l'énergie, donc théorème de l'énergie cinétique, hein, énergie de rotation finale moins énergie de rotation initiale, c'est ici simplement lié au travail entre ces deux états, initial final, de la force de lancer. D'accord? Si je passe par le travail élémentaire de la force, je vais réécrire ici le travail élémentaire. Le travail élémentaire de la force F, c'est F scalaire d 2m. D'accord? Et F scalaire de m, c'est également la puissance de la force F dt. Alors pourquoi je fais ça? Puisque je connais la puissance de la force F. Moi j'ai noté en dessous. D'accord? Je passe par le travail élémentaire de la force F, puisque je connais P de F. P de F, c'est FR oméga. P de F est connu, c'est-à-dire que le travail élémentaire de cette force, je peux le exprimer comme étant FR oméga fois dt. Ok. Je vais peut-être accélérer trop, je ne sais pas, on va voir. Et ensuite, oméga dt, oméga c'est θ point. D'accord? Θ point, c'est dθ sur dt. Et en fait, le produit θ point dt, c'est oméga dt, c'est dθ. Donc en fait, on retrouve un FR dθ. Et donc, quand je calcule le travail total de cette force F, ben, c'est la somme de tous les travaux élémentaires. Donc je fais l'intégrale de tous les travaux élémentaires. C'est l'intégrale de FR dθ sur mes 4 tours. J'intègre l'élément dθ sur 4 tours. Je fais 4 tours complets, donc 4 fois 2π. FR étant constant, indépendant de θ, donc j'ai FR fois 4 fois 2π, fois 8π. Donc j'ai 4 tours complets à 2π. Je réécris donc le théorème de l'énergie cinétique. Je cherche oméga f, tel que 1 demi de j oméga f carré. D'accord? Vitesse, donc c'est 1 demi de j θ point f carré. Initialement immobile, égale le travail de la force de lancer sur les 8 tours. D'accord? Donc en fait, voilà une approche énergétique qui me permet de déterminer la vitesse angulaire de rotation finale lorsque les 4 tours de fil ont été déroulés via le calcul de la travail de la force de lancer sur voilà, mes 4 tours. Ok? Et j'obtiens une vitesse angulaire de rotation finale. Voici l'expression ici, qui est bien sûr proportionnelle à la racine carrée de la force de lancer. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est bien cohérent. D'accord? Alors ça, je vais laisse reprendre. Je pense à tête reposée, j'accélère un tout petit peu, parce que voilà, ça va être l'heure, d'accord, de terminer sur ça. Bon, comme d'habitude, je suis disponible sur Discord pour répondre à vos questions. Peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus de questions, je pense, compte tenu du DS de demain, d'accord. Voilà, allez, à tout de suite.